Elle a été rendue publique la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales ainsi que locales ce vendredi par le présidium de la MOUCA. C'était au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa. Et puis les rapports généraux du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020 ont été présentés ce vendredi à la Chambre basse du Parlement par le Corneille Nangaa, président de la CENI. Voilà tout pour les titres. Nouveau journal sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a présenté le rapport général du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020 à la plénière de l'Assemblée nationale. Suivez Corneille Nangaa. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député. Après cet aperçu panoramique du contexte particulier dans lequel la CENI a conduit le processus, qu'il me soit permis de relever les acquis indéniables ci-après. Un cadre légal électoral disponible, susceptible de subir des modifications ou des améliorations. C'est la raison majeure du débat sur les réformes que certains de vos collègues ont déjà initié, que la CENI salue. Une cartographie administrative stabilisée avec un atlas électoral. Une base de données géospatialisée utile à toutes les institutions de la République. 4. Un fichier électoral à même de prendre en charge tous les scrutins. Un système de gestion des données moderne. 5. Le financement sur fonds propres de tous les processus électoraux. À la suite, bien entendu, d'une planification rigoureuse, un management innovant et une logistique adaptée aux moyens disponibles. Le rôle catalyseur de la CENI dans la mise en œuvre de l'article 2 de la Constitution. La machine à voter comme outil permettant la réduction du coût, la simplification et l'uniformisation et la sécurisation des bulletins de vote, ainsi que la fiabilité et la rapidité dans la transmission des résultats. L'expertise nationale électorale avérée qui dépasse les frontières. Beaucoup de pays africains à ce jour en font la demande. Expertise sur laquelle il faut compter, malgré le fait que nul n'est prophète chez soi. Enfin, l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir d'État après 60 ans d'indépendance. Des nouvelles institutions ont été installées et sont fonctionnelles. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Aussi, l'auguste représentation nationale devant laquelle j'ai l'honneur de présenter ces rapports en est l'une des émanations. À l'instant, toujours l'Assemblée nationale où le premier vice-président de cette chambre du Parlement, Jean-Marc Kabound, a participé à la célébration du premier anniversaire des États d'Afrique, de Caraïbes et Pacifique. Joël Nomakoy, Frédéric Otama. C'est à partir de son cabinet que Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a participé par visioconférence aux festivités du premier anniversaire de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui s'est tenue depuis l'État insulaire de Trinidad-Tobago aux Caraïbes en Amérique centrale. La volonté de transformer le groupe ACP en une organisation remonte depuis le 9e sommet ACP qui s'était tenu en 2019 et dont le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, assure la présidence. Et c'est le 5 avril 2020 que l'organisation intercontinentale changeait les noms pour devenir l'OACP. Aujourd'hui, c'est la plus grande organisation intercontinentale qui s'étend sur 3 continents avec une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants. Elle a l'ambition de devenir une puissante organisation économique, mais l'avenir de l'OACP se conçoit dans le multilatéralisme. S'il y a encore du chemin à parcourir, le président Kenyatta, président en exercice de l'OACP, croit que l'organisation doit faire preuve de courage et de solidarité.
Je l'ai dit dans les titres au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 9 avril à Kinshasa par Adolphe Muzito et Martin Fayulu, membre du présidium de la plateforme LAMUCA, rendu public la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Reportage de Naomi Katako et Denimika. La présentation de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales ainsi que locales par le présidium de la MUCA a eu lieu ce vendredi 9 avril à Kinshasa. Il s'agit de la deuxième série de propositions de réforme institutionnelle en République démocratique du Congo que propose la plateforme la MUCA, explique Adolphe Muzito. Comment d'une part être dans le régionalisme qui fait que les provinces ne sont pas des États et consacrer à travers l'élection du gouverneur son vote au niveau universel. Parce que dans des États fédéraux, les États fédérés créent l'État fédéral et incarnent la souveraineté nationale. La souveraineté de l'État comme l'État américain est internationale, c'est la fédération des États fédérés. C'est une union. Alors, il est normal que le gouverneur qui représente un État, une souveraineté nationale, soit élu par cette souveraineté incarnée par le peuple de l'État. Prenant la parole, Martin Fayulu a dans son allocution présenté et expliqué la dite loi qui a pour objectif ultime de la réforme la vérité des urnes pour doter le pays des institutions légitimes afin d'assurer la régularité du processus électoral. Et vous voyez que c'est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi nous, ce peuple-là, qui avons, nous avons des religions, nous avons des gens capables, connus mondialement. Je cite Simon Kibabou, je cite Lumumba, on peut même se limiter à deux. Allons plus loin, je cite le cardinal Bandoula, qui a proposé un rite au Vatican. Même à un moment donné, on a traité des cardinals païens, mais le rite a été accepté aujourd'hui. Suivez les rites zaïrois. En présence des activistes de droits de l'homme, de voix de sans-voix, de la société civile et le chevalier de la plume, que cette loi a été présentée pour rationaliser le système du pays pour une bonne réussite des élections dans la vérité des urnes. Et puis l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabanga, rendu hommage le jeudi 8 avril 2021 à Lubumbashi à l'archevêque Jean-Pierre Tafunga Mbayo. Reportage de nos amis de Malaika TV. La dépouille mortelle de l'archevêque est exposée depuis mercredi soir dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Ce jeudi 8 avril 2021, les cérémonies d'hommage en mémoire de feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo se sont poursuivies. Le programme du jour était consacré au recueillement des fidèles catholiques et des membres des différents mouvements de l'Église, dont le mouvement sacerdotal marial, l'armée bleue, les membres de KKCV, les personnes consacrées, les fidèles des doyennés, Roi Chibelaire, Golfe Kassapa, Katubaki Sanga, la garde d'honneur, la pastorale des jeunes et autres. Parmi les grandes personnalités du pays, l'on retiendra la présence du sénateur à vie à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. L'ex-président Joseph Kabila Kabonge a été accueilli avec pompe. Après une brève salutation de la foule, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabonge est entré dans l'église, où il s'est incliné devant le cercueil. Puis, il a déposé sa gerbe. Par la suite, il s'est recueilli et a observé une bonne dizaine de minutes en méditation. L'ex-président est aussi descendu dans la crypte pour s'enquérir du lieu où sera inhumé feu l'archevêque. Pour immortaliser son passage aux obsèques, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabonge s'est rendu à l'archevêché accompagné de Monseigneur Denis Moto, nouvel administrateur diocésain de l'archidiocèse de Lubumbashi. Ici, il a inscrit quelques lignes dans les livres de condoléances. Plusieurs personnalités politico-administratives, dont sénateurs, députés nationaux et ministres, ont aussi rendu leurs hommages d'adieu à l'archevêque. C'est le vendredi 9 avril 2021 qu'interviendra l'inhumation du Père dans la foi des fidèles catholiques en général et ceux de l'archidiocèse de Lubumbashi en particulier.
Rendons-nous à l'Alaba où le gouverneur de cette province, Richard Mouyez, a échangé ce vendredi 9 avril 2021 à Kinshasa avec l'inspecteur général de finances Jules Alinguetti. Et vous savez, il y a quelques mois, l'inspection générale des finances était à la province de l'Alaba pour faire un travail. Il est tout à fait normal que, comme il est rentré, que nous puissions avoir des échanges autour des observations et des recommandations que l'inspection générale des finances avait formulées et voir de quelle manière nous pourrions matérialiser certaines choses qui ont été relevées par l'inspection générale des finances. Et nous en avions également profité pour parler de la mise en place de la chaîne de la dépense en province, une initiative souhaitée par le chef de l'État. Et déjà la semaine prochaine, nous allons travailler avec la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga et la ville-province de Kinshasa pour matérialiser la chaîne de la dépense. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas été facile. Je suis en train de reprendre. Et les médecins ont estimé que je pouvais rentrer au pays. Et je suis rentré depuis 48 heures. Et là, je suis venu répondre à l'invitation de l'IGF. C'était une étape importante avant que je ne rentre en province. Et je crois que tout s'est bien déroulé. Il y a des faiblesses. Il y a un effort de redressement qu'il faut faire. Et essentiellement la mise sur pied de la chaîne de la dépense. Et je crois que cela va nous permettre d'améliorer l'efficacité de la gouvernance. Ils doivent nous faire confiance. Nous devons rapidement rétablir la confiance et la convivialité. On ne développe pas la province dans la division. Et vous pouvez compter sur moi. Revenons à Kinshasa, au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 8 avril, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo a formulé plusieurs recommandations sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Parmi ces propositions adressées principalement au président de la République, Félix Tshisekedi, les évêques de la Sanko notent l'urgence de déplacer de cette partie du pays tous les officiers ayant évolué et dont les différents rébellions aux groupes armés. Je vous laisse suivre l'abbé Dounatian Cholet et dont c'est pas pour recueillir par Chanel Besoin. Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère crie vers moi du sol. Genèse 4:10. La multiplicité des centres de commandement FARDC et leurs faibles interventions contre les milices renforcent le pillage et l'économie criminelle. De l'avis de plusieurs observateurs, et de façon générale, il se dégage que les forces armées de la République se caractérisent dans cette zone par une sédentarisation de certains officiers qui sont restés longtemps dans la région et s'opposent à être déployés ailleurs. La mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leurs rations, d'où l'amenuisement de leur motivation. Une mauvaise gestion des effectifs, tantôt insuffisants, tantôt fictifs. Ceux qui tombent au front ne sont ni recensés ni déclarés. Une grande infiltration des éléments étrangers à la faveur des opérations de brassage et de mixage, cas de procès Bosco Tangana. La présence des anciens rebelles du RCD, du CNDP et du M23 dans les rangs des militaires engagés dans les opérations à l'Est est soupçonnée de complicité avec l'ennemi. L'affairisme de certains officiers, plus soucieux de business que de la conduite des opérations militaires. Une forte porosité de frontières qui facilite les entrées nocturnes
d'hommes armés provenant de pays voisins. L'absence de l'autorité de l'État. La population a le sentiment d'être abandonnée. Les promesses du gouvernement central quant au rétablissement rapide de la paix sont nombreuses, mais plusieurs sont souvent restées sans effet. Entre-temps, l'image négative du politique emballe l'inconscient collectif des populations. Aussi réagissant sur la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudiampouanga, appelant à la communauté internationale à délocaliser les réfugiés étrangers vivant sur le sol congolais. Le président de la société civile, des avocats de la population congolaise, pense que cela n'a aucun effet si les autorités du pays ne prennent pas de décisions fermes pour se défendre. Pour cette fin, suivez Maître Bosco Lalo au micro des copains Koutoumissa. Cette demande n'est pas nouvelle. C'est la énième fois que le RDC ou même la société civile déplore la présence soutenue par la communauté internationale des réfugiés des pays voisins qui finalement se sont installés dans notre pays. Et il y a eu trop de débats et il s'avère que notre pays malheureusement n'a jamais négocié comme un État indépendant. Notre pays a toujours négocié dans la faiblesse, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc nous pensons qu'à la phase actuelle, effectivement, la situation ne fait que s'empirer, ne fait que s'aggraver. Et c'est là aussi et au vu de tout le monde. Même la MONUSCO, qui est une mission de maintien de la paix, aujourd'hui, peut-elle encore nous confirmer ou nous rassurer elle a été à la hauteur de sa tâche ou elle est dépassée, pour ne pas dire qu'elle est en train de suivre et puissamment les tueries qui se font à l'Est. La solution ne peut pas être une solution détachée ou une solution particulière. La solution doit être globale. Ça veut dire quoi? Premièrement, nous sommes un État souverain. On ne peut pas toujours être plaintif. Nous devons être à mesure de nous défendre nous-mêmes contre les velléités des pays voisins. Et nous sommes toujours tentés de citer des trop petits pays comme le Rwanda comme responsables de notre malheur. Ce qui n'est pas une chose normale. Nous devons être responsables, nous devons être à mesure de nous organiser et être à mesure de bouter toutes les forces étrangères, soient-elles ou des forces négatives éternes, hautes de nuire et de sécuriser la population congolaise qui finalement se trouve dans le désarroi. Pour nous, vous savez que le chef de l'État est là depuis plus de 2 ans. Il a été lui-même à l'Est. Il connaît ce qu'il a promis. Et à ce niveau-là, nous l'exhortons encore, parce que c'est lui le chef de l'État jusqu'à maintenant, qu'il s'implique et de manière concrète à ce que les efforts soient fournis. Jean-Franck Lilakako, cadre et membre du regroupement politique FDCA, parti à Modeste Batil, que vous réagissez sur certains points d'actualité, notamment la pétition contre Néron Mbungu, vice-gouverneur de Kinshasa, ainsi que la destitution du gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maouija. Image et commentaire de Delphin Tondula. Visé par une mention de défiance, le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu, Jean-Franck Lilakako, cadre et membre de la FDCA, trouve inappropriés ses propos tenus lors de la plénière du mardi 6 avril dernier. C'est dans la mission des députés provinciaux qui ont l'obligation de contrôler le gouvernement provincial, de légiférer et de sanctionner. Abordé au sujet de la destitution du gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maouija, Jean-Franck Lilakako pense qu'il serait nécessaire de déposer sa démission. Le gouverneur de la province orientale doit déposer sa démission parce qu'il est sanctionné par l'Assemblée provinciale. C'est ça la démocratie. Et quand nous regardons dans cette Assemblée provinciale de la province orientale, nous constatons que la majorité sont de l'UDPS. Sont les élus de l'UDPS. Et si l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, a décidé de sanctionner un gouverneur de l'UDPS, pour moi c'est un signal fort. Donc ça montre que nous sommes vers la voie de la bonne gestion du pays. À la question qui se pose au sein de l'opinion nationale concernant la publication du nouveau gouvernement, ce cadre de la FDCA appelle toute la population congolaise au calme.
il y a urgence pour la sortie du gouvernement, mais le mieux d'éviter les frustrations. Parce que moi, je dirais, si les choses ne passeront pas de la bonne manière, il y aura des frustrations et l'union sacrée risque d'avorter ou d'avoir un mort-né. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions essentielles qui concernent la géopolitique, il y a des territoires qui doivent être suffisamment représentés. Je suis d'avis de ceux-là qui disent qu'il faut mieux faire les choses que de les faire précipitamment et que ça crée des substitutions et puis des déceptions. Et puis revenons sur cette information à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours de la plénière tenue le jeudi 8 avril, présidée par le président de cet organe délibérant, Godempo Kadima. Les députés provinciaux ont rejeté la pétition initiée contre 4 membres de ce bureau. Témoin de l'événement, Ginelle Pézon. Au cours de cette plénière, les élus de Kinshasa ont rejeté les 4 pétitions en absence des députés pétitionnaires qui ne se sont pas présentés afin de livrer les motivations de leur démarche. Au sortir, l'honorable Lisa Nimbalimba pense qu'il faudra en premier lieu travailler pour l'intérêt de la population. Nous avons pu constater que, franchement, au niveau de l'Assemblée provinciale, il y en a qui sont vraiment venus parce que la population nous a envoyés pour travailler au niveau des assemblées, pour les représenter, et d'autres sont venus pour leurs intérêts. Nous avons entendu tout à l'heure le président qui a eu à citer d'autres noms, et nous déplorons vraiment que, au lieu de regarder l'intérêt de la population, que certains viennent ici pour avoir des postes, pour négocier ou bien essayer d'avoir de l'argent. Les 4 membres qui étaient visés par cette résolution de déchéance sont le vice-président, le rapporteur adjoint ainsi que le caisseur. La Fédération des unités de potabilisation et commercialisation de l'eau en République démocratique du Congo monte au créneau pour fustiger la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, celle d'interdire la vente de l'eau pure dans toute l'étendue de la capitale. Cette structure demande l'implication du chef de l'État afin de trouver un terrain d'attente, suivi Alain Badibanga, président de la FIPEC, au micro de Christian Lissoukou. Au pire, Fédération des unités de potabilisation et commercialisation de l'eau à RDC. Les calculs tout le monde est négatif parce que par rapport à la vision du chef de l'État, ils ont contredire la vision du chef de l'État. Pour le chef de l'État, il fallait misala et kota namboka. Misala est na maboko ya bana mboka. Chef de l'État a posé à komatisa ba petite moyenne entreprise ba mata likolo mais bato oyo ba bandi déjà mosala wana eza biso parce que tous encadré ba jeune to longoli mwanda mwa chômage siko la place que gouvernement a encouragé biso a appuyé biso a matisa biso mais aligné ko boma lisusu ba entreprise ba initiative o bana mboko bazana yango tozala ki consulté to surtout quand bala moko ba lobi ki au pire et ça la masusti chef de l'État fongola miso bato nyonso to bazoya na union sacrée bazoya pona ko appuyer te bato nyonso bazoya na union sacrée bazoya pona vision na yo te ba mususu bazoya pona ko bebisa yo moko fongola miso tala biso peuple to vivara na opio kanduka bumbu selemao mai bimaka na pompe ti bato wana bavivaka na mai ya opio lelo tala ne bazolela kolela na bango bazoloba kaka sérieux kolela na bango bazoloba kaka sérieux mais ex-président a travaillé pendant 18 ans tozali na ye au pire to travailler na yango. Comment fait-il que le moment où ils ont le peuple d'abord, moment où ils ont un état de droit, désordre de Kotaboui, Batbazo Koufa. Après sa déchéance la semaine dernière par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Marie Jamouteba n'a toujours pas présenté sa lettre de démission auprès du président de la République, comme prévoit la loi. À ce sujet, maître J.R. Chilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, explique les conséquences juridiques qui ont découlé au téléphone de John Elimboui. Au regard de l'article 42 de la loi numéro 08, 012
du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'Assemblée provinciale a la compétence d'adopter une motion de censure contre un gouvernement provincial. Et le même article prévoit que dans les 24 heures qui suivent l'adoption de cette motion, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire et le gouverneur doit présenter sa démission. Malheureusement, cette disposition ne prévoit pas clairement qu'une sanction juridique devra être assortie au cas où le gouverneur refusait de présenter sa démission. Parce que dans la logique, dans l'architecture institutionnelle, l'élégance institutionnelle est un principe de nous qui doit guider le fonctionnement des institutions. C'est que lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, cela veut dire que l'Assemblée provinciale ne fait plus confiance au gouverneur des provinces et à son gouvernement, son exécutif provincial. Et par voie de conséquence, il n'est pas sur le plan politique possible de diriger tout en refusant de pouvoir tirer les conséquences prévues par l'article 42 lorsque existe une motion de censure. Mais il faut aussi rappeler que la saisine de la Cour constitutionnelle par le gouverneur de province peut aussi avoir une incidence sur le plan des droits, parce qu'au cas où la Cour constitutionnelle relevait une sorte d'irrégularité dans la procédure de l'adoption de cette motion, cela pourra entraîner sa nullité. Ce qui veut dire que sur le plan des droits, la loi, notamment l'article 42 que nous avons relevé, ne prévoit pas clairement la sanction, mais cela va entraîner sur le plan politique une crise, parce que ça serait un manque de courtoisie institutionnelle dans les chefs du gouverneur des provinces, partant de son refus de présenter sa démission. Et dans le même registre, pour clore ce journal, les structures de la société civile du Kasaï oriental ont saisi le président de la République, Félix Tshisekedi, en ce qui concerne le refus du gouverneur Jean-Marie Mouteba à présenter sa lettre de démission conformément à la loi après sa déchéance. Je vous invite à suivre leur déclaration dans ces propos recueillis par John Elimboui, une fois de plus. Par ce bras de fer engagé avec les textes légaux et réglementaires de la République, le gouverneur déchu, Jean-Marie Mouteba, voudrait entretenir une tension sociale inutile dans la province, troublant ainsi l'ordre public avec risque de dégénérer à des affrontements entre quelques jeunes instrumentalisés et la grande partie de la population qui trouve une lueur d'espoir pour le développement de la province dans cette déchéance. À cet effet, nous, les organisations de la société civile de la province du Kasaï oriental, invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à prendre ses responsabilités en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République en prenant acte de la déchéance du gouverneur Jean-Marie Mouteba afin que triomphe la démocratie et l'état de droit. Ce qui éviterait à la province du Kasaï oriental une stagnation prolongée ainsi que des actes de violence, des actes de vandalisme décriés à la veille de l'élection du gouverneur. Par ailleurs, nous recommandons à la hiérarchie nationale de l'UDPS, parti duquel émane le gouverneur déchu et majoritaire à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, de soigner l'image de marque de l'UDPS dans la province natale du chef de l'État en encourageant M. Jean-Marie Mouteba à saisir les instances compétentes pour faire valoir ses moyens d'opposition à cette
d'échéance. Et vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours des diffusions. Voici l'essentiel des titres. Elle a été rendue publique, la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales ainsi que locales ce vendredi par les présidiums de la MOUCA. C'était au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa. Et puis les rapports généraux du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020 ont été présentés ce vendredi à la Chambre basse du Parlement par Corneille Nangaa, président de la CENI. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendile. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tondula, Guilhem Ayamba, Laetitia Malouta. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Au revoir.